La Cour constitutionnelle table depuis hier sur les requêtes issues du contentieux né après la publication des listes des candidats à la prochaine législative dans notre pays. Notre pays, le Gabon, qui célèbre demain, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans ce journal, l'allocution circonstancielle du ministre délégué aux Affaires sociales, Claudine Memvoula. Voilà pour les titres, madame, monsieur. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. En ouverture, activité à la présidence de la République, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a eu une séance de travail ce matin avec les membres du COCAN et certains acteurs concernés pour la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012, conjointement organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle, Nick Jocelyn Fourba, Armand Moupende et Hervé Mongouba. Cette séance de travail que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a eue avec les membres du COCAN, les ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale et les co-chefs de nos forces de défense et de sécurité, intervient 24 heures après la descente du président de la République, Ali Bongo Ondimba, au stade de la coopération sino-gabonaise, situé dans la zone nord de Libreville, et à quelques jours du match amical international qui va opposer deux équipes juniors, celle du Gabon et de la Chine. En toile de fond de cette rencontre, les questions liées à la sécurité pendant la CAN 2012. Le président de la République nous a appelé pour faire avec lui l'évaluation du match Gabon-Brésil pour noter d'abord les points forts et les insuffisances qu'on a pu relever au cours de cette compétition pour que, aussi bien au niveau de la COCAN qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions nous améliorer. Et nous avons tiré les leçons de cette expérience. Le président de la République nous a donné deux orientations sur le plan sécuritaire et que sur le plan organisationnel. Nous allons les mettre en œuvre pour la cérémonie qui va avoir lieu dimanche. Et c'est un test important parce que nous nous apprêtons à refaire cela, mais d'une manière plus professionnelle pendant la CAN. Les chantiers liés à la Coupe d'Afrique Orange 2012, la 28e édition du genre, ce rendez-vous du football africain que notre pays organise avec la Guinée équatoriale, avance normalement. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a évoqué avec les membres du COCAN le match Gabon-Chine prévu ce dimanche 27 novembre 2011 à l'occasion de la cérémonie inaugurale du Stade de l'Amitié. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Guy Roger Lendira, vous êtes le chef du projet communication pour ce comité. Bonsoir. Bonsoir Tessa Mwanga. Alors comment les préparatifs s'organisent-ils? Il faut dire que le COCAN Gabon s'organise pour ce deuxième match qu'on va jouer à Libreville et précisément sur le stade de l'Amitié. Le premier match était un match de gala entre le Gabon et le Brésil, mais cette fois-ci avec la Chine en équipe junior, ce sera donc un match inaugural. Ça veut dire en fait le Gabon va prendre possession du stade de l'Amitié. C'est en fait la cérémonie officielle d'inauguration de ce stade. C'est la cérémonie officielle d'inauguration qui va se dérouler en présence du président de la République, chef de l'État. Je peux vous dire que l'organisation de ce match va bon train et on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on essaye un peu de ne pas répéter ce qui s'est passé lors du match entre le Gabon et le Brésil sur les différents pans d'organisation, accueil, protocole, hébergement, mais aussi transport et logistique. Et justement, au titre des carences que l'on a pu observer, il y avait le transport. Pour ce match, qu'est-ce qui est prévu? Alors, cette fois-ci, la commission de transport et logistique a mis les bouchées doubles pour essayer d'alléger un peu les difficultés qu'on a connues la dernière fois. Alors, il y aura donc, à partir de dimanche, des navettes qui assureront le transport toutes les 10 minutes à partir de 11h, ce jusqu'à 16h. C'est donc le point de départ de ces navettes, ce sera le lycée national Léomba et le jardin botanique. Le jardin botanique qui sera en même temps un point de départ qui servira aussi également de parking relais parce qu'il y aura des parkings relais. Au total, il y aura 4-5, notamment au delta postal,
à l'ancienne base Antraco d'Angonje et puis également non loin de la fondation Amissa Bongo. Le retour vers la ville, ce sera aux environs de 17h, ça se passera de 17h à 21h, du stade vers les points de départ, donc ils reviendront vers le lycée national de Yamba et le jardin botanique. Dès 13h30, 2 heures avant le coup d'envoi, il faudra préciser que la circulation des taxis sur l'axe Pilisson-Okala vers le stade de l'amitié d'Angonje ne sera pas autorisé. L'accès des parkings et des parkings donc vont être réglementés. Seuls les véhicules autorisés au niveau des parkings du stade, seules les voitures autorisées vont avoir accès au niveau de ces parkings. Guy-Roger Lindira, merci d'être passé sur ce plateau. Vous répondez là à la volonté du chef de l'État qui appelle le gouvernement à communiquer. Et sur ce, depuis son accession à la magistrature suprême, vous le savez, Ali Bongo Ondimba imprime un nouveau style de gouvernance basé notamment sur une stratégie de communication innovante. Malheureusement, cette stratégie de communication n'est pas assez relayée par les membres du gouvernement. Voici le regard de la rédaction de la première chaîne de télévision gabonaise. Informer et expliquer d'abord, agir ensuite pour susciter l'adhésion du plus grand nombre, telle est la démarche appliquée par Ali Bongo Ondimba depuis son arrivée à la tête de l'État. Cette stratégie, résumée dans les propos du chef de l'État, je cite, « Je dis ce que je fais ce que je dis », traduit la marque de fabrique de la communication présidentielle. Fidèle à ce principe, le président de la République répond spontanément aux multiples sollicitations de la presse. En grand communicant, il fait preuve de pédagogie en répondant sans détour aux questions des journalistes, l'objectif étant avant tout d'expliquer la pertinence des décisions prises au sommet de l'État. Mais il faut bien en convenir, le chef de l'État n'est pas toujours suivi dans cette démarche. Les membres du gouvernement faisant preuve d'un manque d'imagination dans leur manière de communiquer. Résultat, les populations semblent parfois perdues lorsqu'arrive la phase d'exécution des mesures arrêtées au plus haut niveau. Je suis venu constater par moi-même comment les opérations se passent. Ce qui est important, c'est, quelle que soit la nature et le bien fondé d'une opération que l'on veut mettre en place, et notamment si celle-là doit être au profit des populations, il est important qu'elle leur soit bien expliquée. Et à ce niveau-là, je pense que le gouvernement aurait dû faire mieux pour expliquer aux populations la nature de l'opération que le gouvernement donc a décidé. Pourquoi on casse, quel est le problème et qu'est-ce que l'on veut atteindre comme objectif. Les objectifs que nous souhaitons atteindre sont ceux d'améliorer la condition donc, de vie des Librevilloises et des Librevillois, d'améliorer la circulation, de la rendre plus fluide et surtout moins dangereuse. Car l'emprise sur laquelle les gens avaient construit faisait en sorte que les voies se rétrécissaient et vous aviez donc très peu de possibilités pour les piétons qui croisaient les voitures et surtout pour après le développement. Donc des commerces sont venus s'établir sur des zones qui n'étaient pas autorisées et surtout avec non-respect de la loi. Illustration de ce déficit de communication, la descente ce mercredi du président de la République sur le terrain. Il est donc temps que les membres du gouvernement s'inspirent de cette attitude proactive du chef de l'État. Cette méthode d'anticipation permettra de donner une plus grande visibilité à l'action gouvernementale, jusqu'ici mise en mal par une faiblesse de communication, observée notamment dans la confusion née de l'opération Libérer les trottoirs, la polémique sur le licenciement des recrues de la police ou encore l'absence des acteurs impliqués dans le débat sur les prévisions de croissance économique du Gabon pour l'année 2012. La liste des ratés en matière de communication gouvernementale n'est évidemment pas exhaustive. Voilà un reportage signé Chérel Annabelle Bongota. Nous repartons au palais du bord de mer où le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a également échangé avec un émissaire du président sud-soudanais. Le renforcement de la coopération entre le Gabon et le Sud-Soudan a figuré en toile de fond de ces échanges. Presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba, Armand Mopende. L'émissaire du président sud-soudanais, le général Salva Kiir, était porteur d'un message au président de la République Ali Bongo Ondimba, axé sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays.
Le Sud-Soudan est le dernier né des pays africains. Le pays a obtenu son indépendance le 9 juillet 2011. Lors des manifestations liées à cet événement historique, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'était rendu à Djouba. Délégation donc du Sud-Soudan, ils sont porteurs d'un message du pays frère du Sud-Soudan, un message qui vient de la part du président du Sud-Soudan, et ils sont très heureux d'être reçus par le président Ali Bongo Ondimba. Le président de la République a promis qu'il allait continuer à étudier les affaires bilatérales entre les deux pays, parce que c'est deux pays amis, et continuer à avoir une collaboration très étroite. Avec une population de plus de 8 millions d'habitants, l'histoire de ce peuple a été marquée par 2 guerres civiles. Des guerres qui ont occasionné des millions de morts. Le président de la République, chef de l'État, qui a également échangé avec Félicité Ongori Ngumbili, promu ambassadeur du Gabon au Benelux. Son Excellence Félicité Ongori Ngumbili s'est livré aux questions de nos confrères de la presse présidentielle. Nous l'écoutons. Je suis venu recueillir les très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la nouvelle mission qu'il vient de m'assigner au Benelux. J'ai profité de cette occasion pour lui réitérer de vive voix ma profonde gratitude pour la confiance renouvelée, et lui ai dit toute ma détermination, mon engagement à servir le Gabon, à renforcer les relations entre le Gabon, notre pays, et les pays de ma juridiction, conformément à la vision qui est la sienne. Le centre Mbanja abrite depuis le début de cette semaine un atelier de formation à l'endroit des associations et organisations non gouvernementales. À l'initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, cette formation devra permettre aux participants d'acquérir les outils nécessaires pour définir l'accompagnement de leurs projets. Delphine Yari. La détermination de la première dame du Gabon dans le renforcement des capacités des associations et ONG se fait davantage ressentir. De formation en formation, les responsables de ces structures se dotent de meilleurs rudiments devant leur permettre d'accroître leur rendement sur le terrain. Personnellement, j'ai eu le bonheur de participer et de prendre part à la première phase qui était de former les leaders pour ce qui est de la gestion, la mise en œuvre d'un projet. Donc, du coup, cette deuxième phase a consisté pour nous de comprendre les méthodes, les outils d'identification des besoins, et ensuite arriver à une méthode qu'on a appelée SPART, qui nous permet d'identifier effectivement des besoins pour arriver à l'élaboration d'un cadre logique qui est un tableau synthétique et important pour les associations que nous sommes et pour les bailleurs de fonds. Les différents modules qui composent ces formations sont d'une réelle utilité pour les associations afin qu'elles recadrent et circonscrivent au mieux leurs activités pour atteindre avec efficience les objectifs fixés. Cette initiative nous permet à nous de renforcer nos capacités de formateurs pour effectivement aller former davantage nos membres afin qu'elles puissent être offensives devant les bailleurs de fonds. Le problème des ONG féminines, c'est qu'elles ne savent pas très bien comment se comporter devant les bailleurs. Il manque de visibilité, il manque d'engagement, il manque de gouvernance. Et les bailleurs de fonds sont très exigeants sur ces critères-là. L'initiative de ces formations prises par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba tient du besoin exprimé par les structures elles-mêmes. Leur souci étant ici d'optimiser leurs capacités opérationnelles. En fait, le contenu de ces formations, particulièrement aujourd'hui, est issu des comptes rendus et des analyses des organisations suite aux précédentes formations. Et c'est un besoin qui a été exprimé directement des associations sur leur donner des outils pour pouvoir mieux répondre aux appels d'offres, pour pouvoir remplir un cadre logique. Parce que c'est un outil pour lequel il faut différentes méthodes pour pouvoir le remplir correctement. Et
Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un besoin qui s'est fait ressentir et qui a été clairement exprimé, d'avoir à disposition ces outils pour répondre aux appels d'offres. Formuler et concevoir un projet d'association à travers la maîtrise des problèmes posés et des solutions à apporter, du cadre logique du projet, élaborer une proposition de financement, connaître les critères de qualité du projet. Bref, autant d'éléments qui concourent à la mise en œuvre d'un projet fiable et rentable à terme. C'est donc dire que l'opportunité offerte par Sylvia Bongo Ondimba aux associations est à saisir si on s'est réellement inscrit dans la logique de l'efficacité. Venons-en à présent à cette affaire qui défraie la chronique. L'évêque Mike Joktan, ancien directeur adjoint de cabinet de feu président Omar Bongo Ondimba, qui se livre à des déclarations controversées, affirmant dans certains médias internationaux avoir convoyé des mallettes d'argent pour la campagne du candidat Sarkozy en France en 2007. Réagissant à ces propos, les Gabonais condamnent cette attitude qu'ils jugent ternir l'image de notre pays. Aujourd'hui, M. Mike Joktan est qualifié pour donner des affirmations objectives quant à la gestion ancienne d'alors du feu président Omar Bongo Ondimba. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il en manque de sensation, il veut exister. C'est à vous, si vous y prêtez attention, vous allez concourir à ce qu'il existe, mais si vous en faites un non-événement, pour moi c'est un non-événement. Mais pourquoi c'est toujours en France? Il fuit le pays, il va parler du problème du pays en France, vous trouvez que c'est un Gabonais responsable? Les problèmes du pays, du Gabon se parlent à Libreville au Gabon. Un Gabonais, soi-disant un pasteur de son rang, un monseigneur, je ne sais pas, l'église au Gabon est où? Est par terre? Un pasteur qui est allé, qui a décrié la chronique parce qu'il s'est fait évêque, alors que ça n'existe pas dans leur... alors il va en France, au lieu de parler de son exil de France, il va parler des problèmes du défunt président. Qui a fait de lui conseiller? Les hommes de Dieu devraient rester à l'église et les hommes politiques faire la politique. Le plus triste, c'est de voir que des Gabonais participent au dénigrement de leur propre pays. C'est la chose la plus triste parce que nous, on devrait en être fiers de notre Gabon comme il est. Si on regarde un peu en arrière dans le passé, quels sont les gens qui entraient à la présidence de la République sans passeport? Ce n'était pas ces Joktan-là. Ah oui, parce qu'en fait, nous en savons quelque chose. Et aujourd'hui, parce que lui l'a parti, non, je dis, il faut, n'est-ce pas, qu'on laisse toutes ces bassesses. Moi, j'ai vu ce monsieur Joktan là au ministère des Finances. Il est venu dans un bureau de patrimoine, je l'ai vu. Dans le bureau de patrimoine, il venait pour réclamer la prime, sa prime de fonction. Moi, je l'ai vu, moi. Je peux vous appeler, montrer la personne qui a codifié cette prime-là aux finances. Il venait réclamer cette prime-là. Que le président Omar Bongo lui l'avait nommé conseiller, son conseiller personnel. Il venait réclamer cette prime-là. Étant évêque, j'étais scandalisé quand je l'ai vu. J'ai demandé à mon collègue, il fait quoi là? Oh, voilà, ce sont vos évêques, il est conseiller à la présidence de la République. Il vient réclamer sa prime. Aujourd'hui, c'est sur ce président qu'il chute des... il n'a même pas personne, il n'a même pas... Non, c'est indécent. Une autre réaction sur ce même sujet, cette fois celle du secrétaire général adjoint porte-parole du Parti démocratique gabonais qui a vivement critiqué l'évêque, aujourd'hui proche de l'opposant André Baobam. Pour Charles V. et là, Mike Joktan est en manque de crédibilité. Il est au micro de Joseph Biogué et Yolande Kwara. Le PDG donc ne saurait cautionner ce type de démarche qui, ma foi, relève plutôt du sensualisme politique. Parce qu'il y a certains qui, aujourd'hui, ne sachant plus où mettre la tête, puisque n'ayant plus rien à proposer au peuple gabonais, n'ayant plus rien à dire, ils veulent donc exister. Et pour exister, il faut toujours, évidemment, cracher, pour ainsi parler, dans la main, n'est-ce pas, qui vous a nourri. Je voudrais dire que ce monsieur a été collaborateur du chef de l'État. Et le chef de l'État, n'est-ce pas, l'a donc pris auprès de lui
c'est un homme d'église, semble-t-il, et qui, au passage, se fait appeler évêque ou archevêque, je ne sais pas trop. Et qui se permet, n'est-ce pas, de porter des affirmations dont il dit qu'il n'a pas la preuve. Bon, je voudrais bien comprendre que lorsqu'on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Mais comme l'objectif de ces personnes, me semble-t-il, est toujours de ternir l'image, n'est-ce pas, du Gabon, c'est d'autant plus qu'ils observent que depuis qu'ils ont perdu l'élection présidentielle, le président Ali Bongo n'a pas perdu du temps et s'est mis résolument au travail. Et que tous les Gabonais aujourd'hui observent que ce soit au plan des infrastructures, que ce soit au plan institutionnel, les réformes sont engagées. La mise en œuvre de la politique du président de la République, l'avenir en confiance, est engagée. Et se sentant totalement dépassés au plan national, ils vont au plan international pour tenter encore de se faire certaines sympathies. Mais, vous savez, c'est au président Sarkozy qu'on devrait poser la question de savoir s'il a reçu ces fameuses mallettes. Mais je l'ai dit tantôt sur une antenne quelque part, que aujourd'hui, il est possible même de prouver que l'air est pollué. C'est-à-dire, vous avez des appareils qui peuvent vous démontrer aujourd'hui que l'espace de mon bureau ici est pollué. A fortiori, quelqu'un qui dit effectivement qu'il a vu des mallettes et qu'il ne peut pas le prouver. Et il dit que c'est un homme d'église. Alors, je pense que le peuple gabonais lui-même appréciera la portée des propos de ce monsieur, et notamment ses fidèles apprécieront lorsque ce monsieur porte de graves atteintes, gravement atteinte, n'est-ce pas, à l'image de son pays. Un bon patriote doit toujours être prêt à se battre et à défendre son pays et les personnes qui incarnent, n'est-ce pas, l'image de ce pays. Et tout le monde sait que le président de la République, Omar Bongo Ondimba, a été une forte personnalité, autant au plan national, africain, qu'au plan mondial. Et nous devons, n'est-ce pas, tous, de nous incliner face à sa mémoire. Pas à chaque instant, parce qu'il y a le fait politique, les gens, n'est-ce pas, se donnent la liberté de souiller son image. Des déclarations de l'évêque qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Le président du CLR, le Centre des libéraux réformateurs, Jean-Boniface Asselé, a également réagi. Il est au micro de Cyril Bertrand Galéco et Joseph Biogué. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que les autorités françaises acceptent sur le territoire français des compatriotes véreux qui se permettent de, je dirais, insulter, diffamer et prononcer donner des informations, à mon avis, fausses, et que la France et sa justice puissent sourire comme ceux s'ils étaient complices de cette attitude-là. Qu'est-ce que le gouvernement gabonais attend d'un côté pour saisir la justice de notre pays et que cette justice intervienne? Et qu'est-ce que les parents d'Omar Bongo, le défunt, attendent pour réagir? Parce que, à mon avis, on est en train de salir la mémoire d'une grande personnalité de notre pays qui, pendant 40 ans, a géré ce pays dans la paix. Il a transformé et il nous a laissé donner le relais pour continuer. Pourquoi le gouvernement gabonais ne réagit pas de sitôt? Et pourquoi, même s'il réagissait, on ne trouve pas de procès? Pour quelle raison? Je vous l'ai dit en titre, la Cour constitutionnelle table depuis hier sur les requêtes issues du contentieux né après la publication par la CENAP des noms en lice de la prochaine législative dans notre pays. Les détails dans ce reportage. Le manteau de la prochaine législative au Gabon toiletté par la Cour constitutionnelle.
Ce temple a été saisi par les requérants de l'opposition et de la majorité après que les noms des candidats à ces joutes électorales ont été rendus publics par la CENAP. Ce contentieux très élevé, 55 au total en termes de requêtes. Cette saisine vise l'invalidation d'un certain nombre de dossiers boiteux jugés à tort ou à raison par des concurrents en lice à ces élections. Le leader du PSD, Pierre Claver Manga Moussavou, s'est plié à cet exercice. Leurs candidatures ont été maintenues foulant au pied l'ordonnance 009-PE du 11 août 2009. Dire, Madame le Président, on ne pouvait pas se référer à l'ordonnance, mais après le 5 octobre, si. La démission étant intervenue avant, donc nous vous laissons juger de la recevabilité de cette requête. Chapeautée par Marie-Madeleine Borancho, la présidente de cette institution, sous le regard du président de la CENAP, René Abogueila, pour la première journée, une trentaine de dossiers sont passés au peigne fin. Tel le CLR de Jean-Boniface Assélé, aussi reprimandé, esquisse d'explication de son avocat. Les premiers recueils concernent, je peux dire, les indépendants. Nous avons fixé dans nos conclusions respectives, vous allez voir, plus l'article qui vise en matière d'indépendants, ce qu'on va faire, c'est-à-dire dès qu'on est indépendant, on démissionne automatiquement. La qualité de demande du protégé s'acquiert, Madame le Président, par l'adhésion, la signature d'une fiche d'adhésion, c'est-à-dire un acte individuel et personnel, intentionnel. L'expertise de la Cour s'est avérée capitale dans certaines questions. Donner son onction et son blanc-seing a été chose difficile tout au long de ce processus. Surtout lorsque ceci relève d'indiscipline, cas des parachutages ou de transfuges. Je me suis rapproché du PDG qui m'a donné les éléments authentifiés par le secrétaire général du parti, qui confirme bien que je ne suis ni membre du PDG, ni membre de quelque organe que ce soit. Je crois que le PDG a des statuts. Ces statuts définissent les critères auxquels il faut répondre pour être membre de ce parti. Par conséquent, mesdames et messieurs les membres de la Cour, je ne suis pas militant du PDG, je ne fais partie d'aucun organe de cette institution, comme le confirment les documents authentifiés par le secrétaire général du PDG. Le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, a une ligne directrice. Campant sur le sujet, Maître Nkeya a développé l'article 8, 9 et 10 relatif à l'adhésion des membres avec un accent particulier. Pour ce dernier, il faut remplir un certain nombre de critères très caractéristiques, sinon on est illégible. Pour être reconnu comme étant militant du Parti démocratique gabonais, il faut être nationalité gabonaise. Il faut avoir 16 ans. Il faut remplir une fiche d'adhésion. Premier lot. Deuxième lot, il faut accepter la charte des valeurs. Il faut militer dans un comité. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que la plupart des documents qu'on vous donne, ce sont des documents qui sortent des fédérations du Parti démocratique gabonais. Donc il faut figurer dans une fédération ou un comité du Parti démocratique gabonais. Il faut respecter scrupuleusement la discipline du parti et toutes les décisions prises par les instances dirigeantes. Il faut payer régulièrement les cotisations. L'article 62, de nouveau, c'est le clou devenu coercitif. Il vient résoudre la problématique de la transhumance. D'autres auditions se poursuivent ce jeudi 24 novembre à la Cour constitutionnelle. Très attendu, l'ensemble des délibérations. Nous en parlions déjà hier, la tournée du procureur de la République dans les unités de police judiciaire, l'objectif étant de veiller au respect de l'ordre public. Nous revenons ce soir sur l'étape de la compagnie de gendarmerie de l'Estuaire. Christla Maïnda, Cherel Bongota. Après avoir visité les unités de police judiciaire de la commune de Libreville, la délégation conduite par le procureur de la République se dirige vers la commune de Ntoum. La compagnie de gendarmerie de l'Estuaire est le point focal de cette visite. Sidonie Flore-Houé a reconsidéré la question de la perception des amendes par les officiers et agents des 8 brigades regroupées au sein de cette compagnie. Cette qualité est dévolue à l'agence du Trésor. J'ai demandé aux officiers de police
judiciaires et agents de police judiciaire procèdent au contrôle routier de ne plus percevoir les amendes forfaitaires, d'établir des procès-verbaux et d'orienter les contrevenants à aller payer ces amendes-là dans les agences du Trésor compétentes. Conscients de la situation des conducteurs de grumiers qui foulent au pied la loi sous prétexte que certains parmi eux seraient détenteurs du pouvoir, les officiers et agents de nos forces de sécurité s'insurgent contre ce comportement déviant, d'où la réaction du procureur de la République. Je leur ai simplement demandé d'appliquer la loi et que ils ont pour seul interlocuteur le procureur de la République, qui est le directeur des investigations judiciaires conformément à l'article 14 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République ne peut pas demander de violer la loi en autorisant donc le passage de ces grumiers aux heures interdites par la loi. Il ne faudrait pas que ces officiers, agents de police judiciaire qui sont sur la nationale fassent croire aux autres populations qu'il y a des passe-droits, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, il y a des gens qui outrepassent la loi ou qui ont le droit d'outrepasser la loi. Et pour ce faire, il doit faire appliquer la loi à tout le monde et de la même manière. Cette tournée doit faire appel à une prise de conscience individuelle et collective et surtout au respect de la loi soumise à tous les communs du mortel, car nul n'est au-dessus de la loi et n'est censé l'ignorer. La suite du journal avec ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de cette institution informe les honorables députés que la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication procédera ce vendredi 25 novembre 2011 à 10h dans la salle Georges Damas Aleka au premier étage du palais Léon-Bas à l'audition du ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité et de la Famille sur l'ordonnance numéro 010/PR/2011 du 11 août 2011 portant organisation du secteur pharmaceutique en République gabonaise. À cet effet, la présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. La représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon était ce matin au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Madame Zouera Youssoufou a mis à profit cette visite de courtoisie pour présenter aux sénateurs le nouveau cadre stratégique de partenariat entre la Banque mondiale et le Gabon pour 2012-2013. Presse du Sénat. Les interventions de la Banque mondiale augmenteront au Gabon dès les prochaines années. C'est en tout cas ce que dira Madame Zouera Youssoufou, représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon, lorsqu'elle a été reçue par le 5e vice-président du Sénat, François Ouenongema. Monsieur François Ouenongema qui dira tout le plaisir des sénateurs et de Madame le Président du Sénat empêché de recevoir cette délégation de la Banque mondiale, une institution financière internationale qui entretient de bonnes relations avec le Gabon depuis 1963. Au cours de l'échange, la représentante résidente de cette institution de Bretton Woods annoncera aux vénérables sénateurs que la Banque mondiale vient d'effectuer une mission à l'intérieur du pays dans le cadre du plan stratégique de partenariat Banque mondiale Gabon pour 2012-2015 afin de toucher du doigt les réalités de développement dans le Gabon profond. Au cours de cette rencontre et des échanges fructueux avec le Sénat Gabon, Madame Youssoufou indiquera aux vénérables sénateurs que la Banque mondiale souhaite également accompagner le Gabon à travers son programme stratégique Gabon émergent et s'est félicité de l'entretien avec les sénateurs. J'ai pu retenir, c'est l'engagement du Sénat de la Chambre haute à soutenir l'action de la Banque mondiale et aussi une requête à ce qu'on fasse plus et qu'on éclate notre partenariat avec le maximum de partenaires ici au Gabon. Donc c'était vraiment une matinée très édifiante. Notons que la visite de la délégation de la Banque mondiale au Sénat a fait ressortir et que le nouveau cadre de stratégie de la Banque mondiale est en phase avec la vision du chef de l'État dans sa politique d'émergence afin d'impulser un nouveau cadre de développement au Gabon à travers le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon de services. La journée de la jeunesse africaine se tient demain, 25 novembre 2011, à Libreville. Les ONG et autres organisations s'organisent. Sur ce plateau, pour en parler avec nous, Andy Diengi, vous êtes ambassadeur vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment va se dérouler cette journée à Libreville ?
faut déjà souligner que c'est demain à 9h à l'économie forestière. C'est le dialogue des jeunes leaders qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée africaine de la jeunesse. Et cette année, ce sera lancé dans le cadre d'une vision qui a été partagée par l'ensemble des jeunes gabonais, qui n'est rien d'autre que le rôle des jeunes dans la consolidation de la démocratie et sa participation citoyenne au processus électoral. De façon pratique, en matinée, nous aurions la cérémonie protocolaire avec les discours, notamment celui du ministre de la Jeunesse, celui de l'ambassadeur des États-Unis au Gabon et du président du Conseil national de la jeunesse. Et en soirée, nous aurons les conférences débats. Et ça, c'est pour la journée de vendredi. Et le samedi, nous allons nous déporter du côté de l'Académie franco-américaine de management où nous allons travailler autour d'une table ronde pour mettre en place une charte de la jeunesse pour une conduite citoyenne par rapport au processus électoral. Quels sont les thèmes que vous allez aborder pour finir? D'accord. Il y aura par exemple la présentation déjà de la charte africaine de la jeunesse qui est jusqu'alors méconnue de la jeunesse gabonaise, mais également le rôle des jeunes dans la consolidation de la démocratie et l'émergence de la bonne gouvernance. Nous allons également débattre de l'avenir du Conseil national de la jeunesse et si possible pour finir avec la jeunesse et la politique jeunesse au niveau du Gabon. Restez avec nous pour parler des activités du comité de la CEAC qui vient de financer la route Congo-Gabon. 1372 milliards de francs CFA, c'est le montant de ce financement qui va relier Ndende, Doussala et la Dolisie entre le Gabon et le Congo. L'accord de financement a été signé au terme d'une mission d'évaluation du piteux état de la route. Edgar Djemé Doukaga. Longue d'à peine 236 km, la route Doussala-Dolisie est un véritable parcours du combattant. Très étroite à plusieurs endroits et les fait de bourbiers. Peu importe le type de véhicule. En sa qualité d'organe d'exécution du projet, la communauté économique des États de l'Afrique centrale accompagne les efforts longtemps déployés par le Congo et le Gabon pour conférer réellement à cette route sa vocation régionale et la bitumer de façon à fluidifier les échanges commerciaux entre les deux pays. L'aménagement de la route Doussala-Dolisie, donc de 236 km, participe de la réalisation du premier objectif du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, PDCT-AC, adopté en 2004 par les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, celui de relier les capitales des États membres par des routes entièrement bitumées. Cette route constitue un maillon important de la liaison routière intercapitale Libreville-Brazzaville. La route Mouila-Ndende-Doussala-Dolisie figure désormais parmi les projets prioritaires du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale et du plan d'action à court terme du NEPA dans l'Afrique centrale. L'étude est évaluée à près de 1372 milliards de francs CFA financés par la Banque africaine de développement et qui sera réalisée en 18 mois par un consultant, le bureau SIRA. Je voudrais de nouveau féliciter la CEAC, les gouvernements congolais et gabonais pour cette vision de développement de l'axe Brazzaville-Libreville pour servir de vecteur de développement économique national et régional. Au-delà de l'état de la route, il y a aussi des barrières tarifaires et non tarifaires, en d'autres termes, les tracasseries policières, douanières et autres agacements de la gendarmerie et des forces militaires. La suppression des dites barrières permettrait la libre circulation des personnes, des biens, mais aussi des services. Voilà, la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui concrétise sa coopération avec notre pays. La réfection de la route Popa annoncée dans les tout prochains jours devrait-elle être politisée? Telle est l'inquiétude de l'élu de cette contrée, Gaston Minungani. Les détails dans ce reportage. Quelques semaines après la réouverture de la route de Popa coupée en deux par l'honorable Gaston Minungani, le député sortant CLR du deuxième siège de la Lolo Bouangidi est monté au créneau ce jour pour dénoncer toute forme de politisation de la réfection de la route de Popa. On ne peut pas faire en sorte que le lancement de la route de Popa soit politisé parce que c'est un projet d'État où tout le monde a contribué. Faire en sorte que ce projet rentre dans le contexte de la pré-campagne d'un candidat, ce n'est pas acceptable. Nous sommes dans un pays démocratique. Logiquement, s'il y a des gens qui doivent être présents, c'est le sénateur, c'est le député, c'est le président de l'Assemblée départementale.
Mais il n'est pas normal qu'on puisse faire en sorte que ça soit une affaire politique. Qu'un candidat puisse récupérer ça comme si c'était son projet. Comme si c'était lui qui a fait en sorte que la route se réalise. Gaston Minungani s'insurge contre les pratiques d'autrefois décriées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Tout candidat à une élection politique, à son avis, n'est que lui ou réélu sur la base de son projet politique. Il n'est surtout pas question à l'approche des élections législatives du 17 décembre 2012 que certaines formations politiques clament haut et fort être les seuls défenseurs de la politique de l'émergence. C'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Hier, c'était la même chose avec le défunt président Omar Bongo Ondimba. Tout le monde s'est rabattu sur mon siège pour me combattre. Mais quand il s'agit souvent, le plus souvent, de défendre le président, le défunt président Omar Bongo Ondimba, le Casbo était toujours parmi les premières personnes. Quand il fallait investir le président Ali Bongo Ondimba candidat, mais les membres du Casbo se sont mis ensemble. Nous avons invité le président de la République, plein de jeunes étaient là-bas, mais les autres étaient où? Pour le député sortant Gaston Minungani, seules les unes parleront au soir du 17 décembre 2012. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du Développement durable organise les 25 et 26 novembre 2011 la première édition de la Journée nationale de l'agriculteur. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Claudette Richon, bonsoir. Vous êtes conseiller en communication du ministère. Effectivement. Alors, quels sont les objectifs de cette journée? Cette journée qui va s'étendre sur 2 jours à Gabon Expo à partir de demain à 8h30. Cette journée vise essentiellement à promouvoir le secteur agricole en valorisant l'agriculteur lui-même. L'agriculteur, c'est-à-dire toute personne qui cultive la terre, qui pratique l'élevage et la pêche. Et puis, c'est une occasion pour présenter les potentiels agricoles de notre pays, des réformes et des efforts consentis par le gouvernement de la République dans ce secteur. Comme vous le savez, ce secteur est au centre du pilier Gabon vert de la politique de développement du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Alors, on voudrait instituer et pérenniser la foire, créer la foire de Libreville comme cela se passe dans d'autres pays. Les grandes lignes du programme pour le démarrage demain? Et justement, c'est les activités, la principale activité tourne autour de la foire d'exposition agricole à Gabon Expo, où on aura des exposants nationaux qui viendront présenter les produits nationaux. C'est donc l'occasion d'inviter la population librevilloise de venir encourager leurs compatriotes qui s'intéressent à ce secteur. Claudette Richon, merci d'être passé sur ce plateau. Merci Rodrigue. Sur instruction du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Régis Simongo, est allé lancer les travaux de construction du château d'eau de Libinga. C'est à Lastourville. Les détails dans ce reportage d'Alain Richard Zamadinga. Avec le lancement de ces travaux, les populations de Lastourville ont désormais la garantie que dans 15 mois, ils auront un meilleur accès à de l'eau de bonne qualité. Ces travaux matérialisent donc la volonté du chef de l'État de voir ses compatriotes vivre mieux. Avec la politique volontariste mise en place par le chef de l'État, nous pensons qu'à un horizon de 2020-2025, tous les Gabonais pourront avoir accès à l'eau potable, à l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire. C'est un défi majeur et je pense qu'avec la politique du chef de l'État, avec surtout la détermination aussi des collègues, parce que ce qui est fait aujourd'hui, c'est grâce aussi au ministre de l'économie et grâce au ministre du budget. Nous pouvons arriver à répondre à ce défi. Depuis sa prise de fonction, Régis Simongo parcourt le pays de part en part, recueillir les doléances des populations en matière d'eau et d'électricité. Cette proximité constamment entretenue s'explique dans le souci permanent d'Ali Bongo Ondimba de changer le quotidien des Gabonais.
Nous avons commencé dans le Touvé et juste aujourd'hui dans le Gololo au niveau de la Sauville pour lancer les travaux de la Sauville. Et la semaine prochaine je serai à Pana Dienga, à Medouné aussi bien sûr. C'est ça, ce sont les travaux qui concernent l'ensemble du territoire, ce sont des travaux progressifs qui prennent en compte les préoccupations des populations en ce qui concerne l'alimentation en potable, à la fois au niveau du Libreville, au niveau des zones rurales. Les populations de l'Astrouville, à l'instar de tous les Gabonais, s'accordent à reconnaître que du côté de l'eau et de l'électricité, les choses bougent. Pour cela, elles adhèrent massivement à la politique du président de la République. Le Gabon, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une allocution circonstancielle a été prononcée par le ministre délégué aux Affaires sociales, de la solidarité et de la famille. Nous écoutons Claudine Memvoula. De lutte contre les violences faites aux femmes sur le thème « Protéger et promouvoir les droits fondamentaux des femmes » pour contribuer à la réduction de la violence basée sur le genre. C'est ici l'occasion pour la communauté internationale de sensibiliser la population sur les enjeux de ce phénomène intolérable et qui met un frein au développement du monde. La situation des femmes à travers la planète Terre demeure préoccupante en raison des discriminations persistantes liées aux inégalités entre les sexes. Ces inégalités entre les hommes et les femmes restent encore présentes dans bon nombre de pays. Les femmes continuent fréquemment d'être l'objet de discriminations multiples que sont la sous-représentation dans les postes de prise de décision, la polygamie, la tutelle maritale, les viols, les crimes rituels, etc. Cette situation quasi générale a conduit la communauté internationale à accorder une attention toute particulière à la lutte contre les violences faites aux femmes. Culture et poésie, plus précisément pour la boucle de cette édition d'information, Au bout de mes rêves, poésie en spectacle. Pour en parler avec nous, la poétesse Victoire Issembe, j'étais tenté de dire Victoire Lassénie Dubose. Victoire Issembe, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, Au bout de mes rêves, de quoi s'agit-il? Alors, Au bout de mes rêves, c'est le titre de mon recueil de poèmes. Mais nous avons utilisé le même éponyme pour le spectacle qui porte aussi le même titre, Au bout de mes rêves. Au bout de mes rêves, c'est un peu la vision que nous avons du monde si la paix régnait. Donc la thématique même de ce spectacle tourne autour de la paix dans le monde. La paix en Afrique, la paix dans le monde. Il faut dire que vous rentrez d'Avignon. Oui, nous rentrons d'Avignon où j'ai été invitée pour présenter les poèmes. J'y allais comme... je me suis dit, je vais présenter un poème et je reviens. Et j'avais emmené... Mais je ne savais pas qu'arrivé là-bas, le spectacle que nous avons présenté avec des talentueux danseurs et chanteurs gabonais aurait eu un tel succès au point que nous avons des invitations qui nous viennent d'un peu partout. Du coup, arrivé ici, je me suis vue obligée de monter une troupe avec l'apport considérable de Dominique Douma, qui est metteur en scène qui n'est plus à présenter, avec des professionnels de la musique, des professionnels du chant. Donc nous avons sur scène des chorales, des musiciens traditionnels et modernes, et tout tourne autour de messages pour la paix en Afrique et dans le monde. Alors pour finir, où allez-vous vous produire et quelles sont les dates ? Alors nous allons nous produire ce samedi dans 2 jours à l'Arche de l'Alliance, c'est l'avant-première. Ça permet aux metteurs en scène de rectifier le tir pour le grand spectacle qui aura lieu à l'Institut français du Gabon le 8 décembre sur invitation de l'Institut français. Et nous voulons tenter de faire un spectacle aussi le 10 décembre pour le plus grand nombre de compatriotes, à la condition que nous ayons un sponsor, parce que pour l'instant, tout repose sur mes épaules. Et les spectacles ne sont donc pas gratuits? Non, les spectacles ne sont pas gratuits. Par exemple, celui de ce samedi, on a voulu le faire à 2000 francs
pour permettre aux jeunes, aux étudiants qui aiment la poésie et à ceux qui n'ont pas de portefeuille trop lourd, d'avoir un divertissement. Il n'y en a pas beaucoup. Et lorsqu'il y a un spectacle qui est monté, comme à l'image des grands spectacles en Europe, on voudrait que le maximum de personnes puissent venir voir le travail qui est fait par leurs compatriotes. Victoire Issembe, merci et bonne continuité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous de rester fidèle à la première chaîne de télévision gabonaise. Je vous retrouve très prochainement sur la première chaîne de télévision.